En fait, j'ai quelques principes. Je sais que doit être une monnaie. Je te dis, hein, très franchement, celle qui est le plus proche, c'est le bitcoin. Quelque chose qui ressemblerait au bitcoin, mais étatique, dont, le protocole serait dans la constitution et contrôlé comme le feu. Tu vois, dans koh il contrôle le feu, il le protège, à chaque fois, c'est jamais les mêmes et cetera. La même chose, qu'on soit sûr que personne, un jour, prendra le contrôle de ce protocole. Parce que s'il prend le contrôle de ce protocole, alors on est tous morts. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique. Cette série a un fil rouge qu'il est préférable de suivre. Si vous tombez sur cet épisode, je vous conseille d'arrêter la lecture de celui-ci et de retourner sur le premier épisode de la série avec Asher, sorti il y a quelques jours. Pour les autres, installez-vous confortablement et profitez de la suite de notre thématique. Je laisserai notre invité se présenter dans quelques secondes, mais pour vous teaser un peu le personnage, sachez qu'Anis était l'un des traders les plus en vogue de la Société Générale au milieu des années 2000. Pour l'anecdote, il était même voisin d'un des traders les plus connus des Français, Jérôme Kerviel. Mais tout cet environnement l'a très vite blasé et il est aujourd'hui très connu pour ses prises de position sur l'économie et la finance à travers son compte Twitter ou son blog Mediapart. Pour nous, fans de crypto, il est également très connu pour avoir écrit un article proposant l'institutionnalisation du Bitcoin. On reviendra là-dessus avec lui. Tout au long de cet épisode, on parlera Bitcoin bien sûr, mais également économie et politique monétaire. Anis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter à nos auditeurs et nous dire comment tu as découvert l'univers des crypto-monnaies. Donc, mon nom, c'est Anis Lagenef. J'ai été, trader pendant 18 ans et sur les 10 dernières années de ma vie, j'étais, responsable, du trading, ce qu'on appelle le flow dérivé, dans des grandes banques prestigieuses, que ça soit la Société Générale, Nomura, qui est une grande banque japonaise, ou la Barclays, qui est, la deuxième banque, britannique après HSBC. Donc, comment je me suis intéressé? Déjà, c'est par une petite anecdote. J'avais un trader qui restait très, très tard, qui était très, très malin et heu et je m'étais toujours demandé pourquoi il restait aussi tard et en fait, j'ai fait ma petite enquête et un jour j'ai découvert qu'il minait du bitcoin, le soir et cetera. Donc ça devait être en 2013. Je commençais à m'intéresser là, mais c'était très, très bas et cetera et je me suis intéressé beaucoup plus, quand il y a eu, alors je sais pas si c'est en 2015 peut-être, quand il y a eu, la 1re petite bulle, crypto du bitcoin, quand c'est passé de 300 à 1 100 Donc là, j'ai 2014, ouais. commencé, voilà, c'est 2014. C'est juste après, 2013. Donc je me suis intéressé un tout petit peu, mais sans plus en fait, quand j'ai arrêté de travailler en 2016, là, je me suis intéressé un peu plus parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur la monnaie et sur ce qui n'allait pas sur la monnaie, en fait, très rapidement, j'étais dirigé, par mes réflexions à moi qui ont rien à voir avec les cryptos sur, le caractère de confiance et donc comme je me suis intéressé à la confiance, je me suis rappelé du bitcoin et je suis reparti, heu, regarder un peu, ce que c'était qu'une crypto, ce que c'était qu'un protocole, blockchain et en quoi, on pouvait faire en sorte que cette confiance, soit solide quand on parle de monnaie. Alors justement, on parlera tout le long de ce podcast du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Tu as d'ailleurs quelques réticences et quelques propositions à faire sur Bitcoin. Mais avant cela, rentrons tout de suite dans le vif du sujet économique. Sur Twitter, tu es très connu pour donner ton point de vue sur l'économie et la finance. Alors la question, elle est très vaste, mais je pense qu'il est important d'y répondre avant d'aller plus loin dans le sujet de la crypto. Pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le monde de la finance et de l'économie et qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça roule mieux? Alors c'est une vaste question. Donc toujours après, que j'ai arrêté le trading, donc après 2016, quand j'ai fait un peu ce que je dirais une odyssée sur l'histoire de la monnaie, j'ai commencé à déconstruire petit à petit ce que on m'avait toujours appris comme une évidence et dans cette évidence, c'est que le crédit, en gros, c'est la phrase que les économistes répètent, c'est que le crédit et la consommation sont le moteur de l'économie et heu et donc j'essaie de comprendre comment la dette et le crédit heu qui sont la même chose, hein, d'une certaine façon, comment ils, ont pris une place si importante dans notre économie à tel point qu'ils deviennent même
la coquille de la monnaie. C'est-à-dire que de nos jours, la monnaie n'est que dette. Ça a été vrai dans l'histoire, mais ça n'a pas toujours été vrai. C'est-à-dire que de nos jours, 97 voire plus de la monnaie qui est créée, n'est créée que parce que quelqu'un va à une banque et demande à prendre un crédit. Et j'ai co et ce que j'ai compris en fait, c'est que, la dette, c'est fort d'un point de vue, social. C'est-à-dire que celui qui s'endette, il s'engage à rembourser et que s'il ne rembourse pas, il sera pris par un sentiment de culpabilité d'une part et plus, il sera face à son échec et à son devoir de devoir rembourser. Parce que même si les banques créent la monnaie au moment de l'octroi du crédit, elles s'engagent auprès de la société et auprès de ses actionnaires à aller à détruire la monnaie en garantissant le remboursement de celui qui emprunte. Et donc moi, si on me demande qu'est-ce qui ne va pas du tout dans l'économie, c'est justement le fait que la monnaie repose quasiment intégralement sur le crédit. Et c'est pour ça que on va y revenir, que les cryptos, ou comme le bitcoin sont ce qu'on appelle des monnaies libres de dette. Comme une pièce d'or peut l'être. Une pièce d'or est une monnaie libre de dette. C'est-à-dire que si moi, je suis un mineur, je vais prendre de l'or et que ça devient une pièce de monnaie, je ne dois rien à personne. J'ai juste gagné le pouvoir de consommer et de transmettre ce pouvoir-là à celui à qui je vais acheter un bien. Sur ta vision du Bitcoin, toi, à travers ton article de Mediapart, donc, tu mets un droit de veto sur la partie protocole et tu proposes un fork du Bitcoin pour ponctionner une partie des Bitcoin holders, à ceux qui gardent la monnaie, ceux qui gardent la crypto, qui ne la dépensent pas en espérant que le temps joue en leur faveur et que le cours du Bitcoin s'apprécie. C'est ça? Exactement. Il faut comprendre en fait, si on retourne un tout petit peu dans l'histoire et qu'on essaie de comprendre pourquoi on a fait de la monnaie, la coquille de la dette, c'est pas pour rien. C'est que la dette, d'une certaine façon, elle a l'avantage de faire travailler les gens par la force. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend une dette, il s'oblige à rembourser. Mais si les banquiers ont fait de la monnaie, pardon, la coquille de la dette, c'est parce qu'ils gagnent des intérêts. OK? Donc une économie qui repose que sur la dette avec intérêt, c'est une économie qui ne peut reposer que sur la croissance. Pourquoi? Parce que sans croissance, on ne peut pas rembourser, les intérêts, on ne peut pas justement créer plus de dettes qu'il ne faut pour pouvoir payer aux banquiers, à ceux qui créent la dette, les intérêts. Donc ça, c'est un premier point qui est important. C'est-à-dire que, la monnaie, quand elle repose sur la dette, en fait, elle nous oblige à une croissance infinie et ça pose un gros problème. Donc maintenant, on peut venir et dire: «Bah, le bitcoin, c'est super parce que un, la création monétaire sur le bitcoin est limitée, donc écologiquement, c'est une bonne idée et c'est, comme ils disent les Anglais sustainable». Alors en français, je pense, c'est économie durable. Donc c'est bon pour l'économie durable. Par contre, il y a un risque. Il y a un risque quand une monnaie, est en quantité finie. Ce risque-là, c'est le risque, de déflation. Alors, si on veut regarder par rapport au bitcoin, il y a 2 étapes. Il y en a une qui ne me dérange pas et une déflation qui ne me dérange pas, l'autre qui me dérange beaucoup plus. La première déflation qui va se passer, c'est que le bitcoin, si il est de plus en plus adopté dans le monde, il est certain que, plus tu gardes, plus tu hold et plus tu es maximaliste sur ton bitcoin et plus tu vas, être gagnant. Parce que s'il y a des gens qui viennent et qui achètent du bitcoin, ça va faire que les prix vont que monter, monter et monter encore. Ça, c'est ce qu'on va dire, c'est un régime, c'est le régime qui n'est pas encore le régime permanent, c'est la phase de transition où les gens adopteraient tous le bitcoin comme monnaie. Donc dans cette phase-là, il va y avoir des gagnants. Pourquoi pas? S'ils ont cru avant tout le monde et s'ils l'ont promu et qu'ils ont compris avant tout le monde en quoi le bitcoin était bon. Maintenant, quand on va arriver dans une phase, stationnaire, c'est-à-dire que imaginons que toute l'économie mondiale utilise le bitcoin comme monnaie. Là, il va se poser un problème parce que si les gens ne sont pas pénalisés sur les bitcoins qu'ils utilisent, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'inflation comme de nos jours, ou si
Alors on reviendra à ce sujet, si le bitcoin n'est pas fondant, c'est-à-dire si ce n'est pas une monnaie qui est taxée un tout petit peu tous les jours, il y a un risque, plus tu gardes, plus tu holds ton bitcoin et plus encore tu fais de l'argent et plus tu deviens puissant. Et donc ça peut pousser à des choses qui sont catastrophiques en économie, qui est, heu, une déflation, couplée aussi à de la décroissance. Et donc ça, c'est pas très, très bon dans l'histoire de l'économie. Parce que la monnaie circule moins vite, c'est ça? Exactement, donc ce qui va se passer, moi je vois la monnaie, à chaque fois que je veux me l'imaginer comme le sang qui circule dans le corps. Donc, si la monnaie, c'est le sang qui circule dans le corps, la monnaie avec dette, avec usure, je la vois comme un organe cancérigène qui accélère le sang. On n'a pas besoin d'accélérer le sang, OK? Par contre, comment je vois une monnaie qui est déflationniste comme le bitcoin? Je la vois comme un autre danger, c'est une monnaie qui ralentit le sang et qui peut faire en sorte que le sang coagulera. Et donc, il faut faire en sorte de motiver les holders de Bitcoin à dépenser leur argent. De nos jours, ce qui pousse les épargnants et les possédants à dépenser leur argent et à l'investir, c'est qu'il y a de l'inflation. Si tu ne prêtes pas ton argent, chaque année, ton argent, même, sur le billet, il y a marqué 100 ou sur ton compte, il y a marqué 100, tous les ans, tu vas perdre un peu en pouvoir d'achat à cause de l'inflation, à cause de la création monétaire des banquiers, à cause des intérêts qui touchent. Avec le Bitcoin, il n'y a aucune force de rappel pour te dire: «Bouge-toi les fesses et tu dois dépenser ton argent». Et donc c'est une problématique pour toi. J'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient pour le coup, oui, mais ça veut dire que là, on nous pousse encore à consommer, on nous pousse à utiliser les ressources d'une terre qui est finie. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui booste les gens à dépenser, c'est l'inflation. Donc si on arrive à dire: «Ben, nous, on va maîtriser l'inflation», c'est-à-dire pas vraiment l'inflation, si on va maîtriser l'encouragement à dépenser. Imaginons que l'inflation soit de 5, les gens qui hold seront obligés de dépenser parce que sinon, par an, ils vont perdre 5 de la valeur de leur, bitcoin. Par contre, si nous, on décide de dire: «Ben, voilà, le bitcoin, il y a pas d'inflation dessus», pour la simple et bonne réponse que, il est en quantité finie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va taxer chacun des bitcoins un tout petit peu, chaque jour, de telle façon que sur une année, quelqu'un qui a gardé sur son compte, 100 bitcoins va se retrouver à la fin avec 97,4 bitcoins. Donc le 2,6, il sort un peu du chapeau d'un magicien, mais en fait, il a premièrement, il y a on revient à l'économie, c'est quelqu'un qui s'appelle Gesell qui avait proposé, un taux, qui est à peu près de 5,2. Mais aussi quand on regarde la croissance de l'or dans l'histoire, la croissance de l'or est à peu près avant que la monnaie, qu'on utilise de nos jours soit intervenue, la croissance est à peu près de 3 de entre 2 et 3 par an. Et donc si on considère que 2,6 de croissance, c'est pas mal, c'est ce qu'on veut faire, et ben, il faudrait justement faire en sorte que le bitcoin perde 2,6 de sa valeur par an. Mais attention, elle n'est pas perdue cette valeur. Elle est récupérée et c'est ça qui manque aussi à bitcoin, je pense, c'est de l'ancrer sur, un État. C'est-à-dire que l'État n'a pas la décision de la création monétaire, il est juste collecteur de cette taxe. Et de cette façon, si on fait en sorte que l'État est collecteur de cette taxe, de cette façon, ça peut faire en sorte que les États acceptent le bitcoin comme monnaie d'échange dans les pays. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça les met un peu en danger, qu'ils ont un peu peur. Quand on voit aujourd'hui Bruno Le Maire qui se dresse face aux crypto-monnaies, par exemple, est-ce que tu penses que cette solution-là ferait qu'il l'accepte pour les paiements du quotidien, pour le paiement des impôts, et donc qu'elle rentre, entre guillemets, dans l'économie réelle? En gros, ils n'ont pas le choix. C'est que celui qui maîtrise la monnaie d'une certaine façon, il a un poids politique très fort sur, la population qui utilise cette monnaie. D'ailleurs, de nos jours, on utilise l'euro, on n'a pas le choix, on est un peu obligé. Donc, il y a un poids et un pouvoir qui est concentré dans la monnaie et que, de nos jours, on croit être détenu par l'État, ce qui est pas vrai. Il est entre la main
des banques privées, comme je l'ai dit, c'est elles qui créent la monnaie et de la BCE qui est, on va dire, infestée de lobbies bancaires, donc qui travaillent dans l'intérêt des banques. C'est le cas, par exemple, quand on regarde le président de la Banque de France, qui est l'ancien PDG de CTLM et numéro 2 de BNP. Je ne pense pas que lui, il travaille dans l'intérêt de la veuve de Carpentras ou dans l'intérêt de la mère isolée. Il travaillera plus facilement dans l'intérêt de ses anciens collègues et de la BNP ou de la Société Générale. Donc pas le choix. C'est-à-dire que, quand on est arrivé avec le Minitel et qu'internet est arrivé, on n'a pas eu le choix à un moment. C'est-à-dire que c'est internet qui a supplanté le Minitel. Après, ce qu'ils peuvent faire, Bruno Le Maire et ses acolytes, c'est pour ça ils se montent contre le bitcoin, c'est de créer leur propre crypto-euro et d'une certaine façon, ils ne font qu'une chose, c'est donner raison à tous ceux qui pensent que la monnaie de nos jours est mal gérée par l'État et que, heu, l'avenir appartient aux cryptos. Aux cryptos d'État en tout cas. Pour moi, elles doivent être crypto d'État, pour moi, mais qu'est-ce que ça veut dire l'État? Pour l'instant, c'est le crypto des banques commerciales et de la BCE, là où on va. J'étais en train de regarder, il y a quelques jours, là, je dis des choses bien sur Bitcoin, hein, il y a pas que des choses bien, mais j'étais en train de regarder quelque chose là, mais vraiment sur des dates, hein. Je me suis dit: «Mais si je regarde les dernières avancées qu'il y a eu dans les 30 dernières années ou les 40 dernières années, du point de vue numérique, je parle. En gros, il y a une il y a 2 dates, 3 dates. Il y a 74 avec, le protocole TCP/IP, qui a été, découvert par, Bob Kahn et Cerf. Donc, ça, c'est une date, c'est une première date et on se dit: «Mais qui l'a créé et pourquoi?» Donc là, on regarde, on creuse un peu et on se rend compte que, ça a été fait, cet ARPANET à l'époque, qui est l'ancêtre d'internet, a été fait, pour le département de la défense américaine, le DARPA. Donc on plonge 17 ans plus tard, on se met en 91 et là, il y a une énorme avancée encore numérique qui se passe. Alors c'est marrant ce chiffre 17, hein, et on voit qu'il y a le web qui est, mis en place, OK? Et on se dit: «Mais qui a bien besoin et qui a de créer ce web et qui l'a créé?» Et donc il suffit d'aller juste sur wiki et on se retrouve, avec, le CERN qui l'a mise en place. Le CERN qui est le Centre européen de recherche nucléaire. Et donc on se dit: «Ouais, mais ça it makes sense», donc ça fait du sens, c'est ça? Non, ça c'est de l'anglicisme. Je sais pas comment on dit. It makes sense, ça fait sens, ouais, mais je crois que c'est un anglicisme, mais c'est pas grave. Bon, ça fait sens. Donc on se dit: «Ben, là, on comprend». Donc la défense américaine qui fait l'internet, la recherche qui fait le web et on saute en 2008 et là, il y a le livre blanc. Donc c'est là, moi, franchement, on parle beaucoup en ce moment de complotisme et cetera, mais c'est pas du complotisme de se demander, heu, 17 ans après le web, qui a bien voulu créer le livre blanc? Qui est ce Satoshi, Nakamoto? Et moi, si je regarde bien, qui maîtrise le plus possible les cryptos? Eh ben, c'est clair et c'est évident. Les gens qui ont le plus besoin de cryptographier leur information, ce sont, les services secrets. Donc moi, j'aimerais bien savoir qui est ce Satoshi Nakamoto. Moi, je ne crois pas que c'est une personne, je pense que c'est un groupe, comme beaucoup d'ailleurs pensent que c'est un groupe et j'ai besoin de savoir quel est le but derrière et voilà et si on se replonge 17 ans après plus tard, donc 2008 et on va en avant, bah, ça fait 2025. On verra ce qui va arriver en 2025, mais je me demande si on n'est pas en train de créer cet avènement de la monnaie digitale qui va tout supplanter et je vais dire la vérité, je suis un peu inquiet parce que, c'est bien quand même de connaître les raisons profondes de ceux qui ont créé, les outils qui risquent d'être la monnaie de demain, parce que ce n'est pas rien la monnaie. D'accord, donc là où certains voient une force, avec le côté acéphale du Bitcoin, toi tu y vois un danger. Est-ce que tu utilises personnellement, du Bitcoin? Est-ce que tu en possèdes? Alors, moi j'utilise pas du tout, de bitcoin, mais j'ai énormément de respect pour le bitcoin pour, une raison.
Et bon, j'aime beaucoup une grosse communauté de bitcoiners qui me suit. Je pense que c'est pour mon côté, critique, des monnaies fiat. Mais là où j'ai du respect pour, le bitcoin, c'est que dans mes recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'une monnaie ne pouvait jamais fonctionner si elle n'avait pas 2 choses: l'avènement d'un roi ou d'un État et aussi, la foi. Et donc je me dis qu'en termes de foi, il faut avoir foi dans la monnaie, il faut y croire, il faut que ça devienne la convention collective. Et en termes de foi, je suis très, 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 surpris par, on va dire les maximalistes, la façon dont ils se battent pour cette monnaie et j'ai l'impression que tous ces petits-là, holders, font le travail de gens qui sont bien au-dessus, qui en possèdent beaucoup plus. Et c'est une armée de petits. Je suis désolé du mot, hein, je veux dire fanatique. Pourquoi je veux dire fanatique? Je crois que c'est, j'avais mis justement un moment cette, citation, du professeur Jacquard qui disait qu'en gros que le fanatisme c'est avoir la certitude de détenir la vérité. Et alors moi quand il m'arrive de critiquer le bitcoin pour dire: «Mais il faut qu'il y ait un État derrière, il faut qu'on puisse récolter l'impôt et que c'est ça la monnaie, c'est le lien social aussi et qu'on ne peut pas être 100 pour l'anarchie comme, Satoshi Nakamoto là, dans son livre blanc le dit et cetera. Et bah, je me reçois énormément de pression de gens qui justement sont sûrs de leur, j'ai envie de dire de leur certitude vis-à-vis du bitcoin et je pense que ça, c'est un danger. Il faut savoir se remettre en question parce que être sûr d'avoir la vérité, moi je ne l'ai pas et alors on me dit: «Mais on s'en fout de qui l'a créé et pourquoi il l'a créé», mais alors je crois que c'est en 2017 ou 2018, à l'époque j'avais vu, parce que j'étais étonné quand même de la ferveur qu'il y a derrière le bitcoin. J'ai été regarder, une étude, à l'époque c'est Delphi qui l'avait fait. Alors Delphi, c'est une société de recherche, sur tout ce qui est actifs numériques et en fait, il y a des chiffres qui m'avaient, vraiment étonné. C'est-à-dire que sur les 23 millions de wallets à l'époque, il y avait 50 qui avaient moins de 34 $. C'est-à-dire moins à l'époque, parce que le bitcoin était à 3 400 avaient moins de 1 centime de bitcoin. Un millième même pas, un millième de bitcoin et 90 avaient moins de 0,10 bitcoin. C'est-à-dire moins de 340 $ à l'époque et en fait, je pense qu'il y a énormément de holders qui poussent, qui ont foi dans le bitcoin et qui poussent et j'ai l'impression qu'ils poussent vraiment pour les 0,1 de wallet. Alors, j'ai vu passer un chiffre, alors je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais, la proportion, des bitcoins qui sont détenus par les 0,1 est juste hallucinante. Je crois que c'est un chiffre comme 62 et je trouve ça vraiment hallucinant. Le but, c'est de détruire la monnaie fiat parce qu'elle est accumulée par certains. Je pense pas que l'arrivée, c'est, de travailler pour des 0,1 nos futurs maîtres, en gros. Aujourd'hui, le Bitcoin, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve de valeur? C'est une monnaie? C'est un actif spéculatif? Quel est son rôle, d'après toi? Ah, pour moi, alors pour moi, le bitcoin, il est juste, je le vois comme un révélateur. Il est en train de un peu mettre à nu toute cette logique et sous tout ce récit du capitalisme financier, des monnaies fiat, de ce que nous vendent les banques centrales et les banques commerciales. On se rend compte que, bon, moi, j'ai pas eu besoin du bitcoin, mais c'est bien que des gens soient obligés de passer pour le bitcoin pour se rendre compte à quel point le monde dans lequel on vit est un monde virtuel, un monde de la dette virtuelle. Et je pense que pour moi, le bitcoin, je le vois vraiment, alors je me place un peu au-dessus, comme un ennemi des monnaies fiat. Après ce qui me pose problème avec, le bitcoin, c'est qu'il est de moins en moins démocratique. C'est-à-dire que moi, quand je vois ceux qui se mettent à investir dans le bitcoin, qui sont des hedge funds, on va dire, c'est vraiment pas des saints, se mettre à investir dans le bitcoin et cetera, je trouve ça, vraiment dommage. C'est-à-dire que ces gens-là à qui on a, alloué de la monnaie,
des riches ont alloué de la monnaie pour qu'ils investissent dans la recherche, dans l'innovation et qu'ils aillent thésauriser leur argent dans du bitcoin, même s'ils y croient, même s'ils pensent qu'il va aller à 100 000, c'est pas ça le problème. Je trouve ça que c'est dommage et donc il y a le côté un peu spéculatif du bitcoin qui m'inquiète parce que, je peux pas, ne pas faire la relation entre le bitcoin et les marchés et le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et qui se mettent à spéculer un peu et je sais qu'à la fin, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont l'information et ceux qui ont l'information, c'est les 0,1 et l'autre côté qui m'inquiète aussi un peu, bah, alors je suis pas un spécialiste et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc d'après mes recherches à l'époque, quoi, je sais pas si ça je pense pas que ça a changé, c'est que la preuve de travail donne de l'importance, au CPU, c'est-à-dire à la puissance, de calcul et ça aussi, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de concentration des mineurs sur vraiment des quelques entités. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, avant de parler de d'autres manières de sécuriser les crypto-monnaies, est-ce que tu penses que finalement, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le pouvoir, ont réussi à détourner l'utilité du Bitcoin, à détourner la vision et la volonté de Satoshi Nakamoto, quel qu'il soit, ou quel qu'il soit avec un S, pour empêcher à quelque chose d'autre d'émerger? Déjà, on va mettre de côté, le Satoshi, je sais pas quoi, parce que, on connaît pas ses vraies intentions. Parce que s'il a vraiment, c'est d'après ce que j'ai compris, il a gardé 1 million de bitcoin pour lui, voire plus. Donc, je ne sais pas, peut-être que, ses intentions ne sont moi, je me suis toujours dit quand Google a lancé son Google en 99 ou 98, je me rappelle plus et j'étais à l'école, je dis: «Putain, mais ces mecs sont pas cons, quoi». Ils ont créé un Google tout blanc avec juste une barre, pour de recherche et super puissant et j'ai dit: «Mais comment ils vont monétiser?» et je les ai suivis de très, très près et très rapidement, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit: «Ah ouais, ils sont malins les gars». C'est les gens quand ils créent des choses, ils affichent pas vraiment ce qu'ils vont faire et j'en sais rien, peut-être que celui qui a lancé le bitcoin, son idée, c'était justement de d'éduquer les populations à comprendre que les fiat monnaies sont mauvaises et peut-être c'est lui le gros gagnant de ce qui se passe en ce moment. Donc et c'était quoi ta question? Excuse-moi, parce que c'est juste, j'ai entendu le mot Satoshi, ça m'a fait rebondir. La question, c'était de se dire, est-ce que finalement, quand on voit des géants comme PayPal ou des gros hedge funds arriver en masse dans ce milieu-là, est-ce que c'est pas un danger pour l'écosystème? Et est-ce qu'ils ne viennent pas avec cette envie justement de calmer le jeu, de changer les règles du jeu avec leurs milliards d'euros pour anéantir tout système alternatif au leur? Juste pour, savoir ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, pour les avoir pratiqués quelques années, c'est des gens qui sont très trend followers. C'est-à-dire quoi trend followers? C'est-à-dire qu'ils suivent les mouvements. Ils s'en foutent de rentrer, au meilleur moment dans un investissement. Ils veulent rentrer au moment adéquat, c'est-à-dire quand ils pensent qu'il y a assez de croyances dans ce stock, dans cette action, pardon, ou dans cette monnaie et je pense que ce qui se passe dans leur cerveau, c'est de se dire: «Si un jour, les fiat monnaies ne valent plus rien, nous, il faut qu'on soit protégés et s'il faut sacrifier 10% de notre patrimoine en, bitcoin, eh ben, on le fera». Et on a eu tort de ne pas l'avoir fait et depuis la valeur a doublé, triplé, quadruplé, on s'en fout. Maintenant, on va, se couvrir et d'ailleurs, la situation a changé avec le covid. Les États et plutôt les banques centrales se mettent à imprimer comme des malades. Les États se mettent à s'endetter énormément. On veut se couvrir contre les fiat. Je pense qu'ils sont juste dans un mouvement opportuniste et c'est clair que si eux arrivent et qu'ils font du washing de leur monnaie, dette et de faire des cryptos, ils cassent un peu le rêve, ouais. Et comment tu vois la suite de ces gens justement qui ont accumulé des bitcoins? Un jour, ils vont prendre profit, ils vont les redistribuer, ils vont les revendre, gros dump. Et comment ça va se passer? Est-ce que ça va être racheté de manière plus diffuse par les gens, par la société? Et dans ce cas-là, on n'a plus cette épée de Damoclès, comme pourrait l'être d'une certaine manière, tu le citais justement, le wallet de Satoshi Nakamoto. Fut-il qu'il soit déplacé un jour, ce magot. Mais en tout cas, est-ce que le jour où il n'y a plus cette épée de Damoclès,
tout va bien? Ou est-ce que ça sera toujours un danger parce qu'il y aura toujours un nombre qui en aura plus que d'autres? Alors moi, quand je parle avec les bitcoiners, c'est intéressant, hein. En gros, eux, acceptent volontiers que dans la nature humaine, ce que je pense pas être vrai, hein, moi je pense qu'on est bon de nature, je suis plutôt rousseauiste de ce côté-là. On va dire dans les caractères humains, il faut accepter qu'il y ait des cupides, qui aient ces 1 qui possèdent et cetera. Nous, on veut juste s'en sortir, tu vois? On est des victimes de ce système, on est jeunes, on nous propose, d'acheter un 30 m² dans le 17e ou dans le 20e et de nous endetter sur 25 ans, ça nous fait pas rêver. On préfère, croire au bitcoin et si on s'en sort et qu'on s'en sort avec les 1 bah, tant mieux. Les autres avaient qu'à y croire. Moi, c'est pas vraiment la conception que j'ai de la société. Donc j'ai vraiment, moi, l'impression que je donne toujours l'image un peu quand je parle avec des amis, je dis: «Tu sais, quand il y a eu la» bon, j'exagère un peu l'image, hein, mais quand il y a eu la ruée vers l'or en 48, dans l'Ouest américain et cetera, tous ceux qui étaient partis avec leur pelle et cetera, et qui ont été minés de l'or et qui ont cru et qui ont cru à devenir riches un jour, même si c'était un peu un mythe, cette histoire de ruée vers l'or. Est-ce qu'ils savaient, ces gens-là, que 60 ans plus tard, grâce à l'or qu'ils ont miné, quelques familles qui ont récupéré cet or ont créé avec la Fed et qui ont fait une institution privée? Est-ce qu'ils savent que à peine 31 ans après la création de la Fed, cette fois-ci, ils l'ont pas imposé juste aux Américains, ils l'ont imposé à l'ensemble du monde avec les accords de Bretton Woods, qui reposent sur le dollar, qui reposent sur l'or. Est-ce qu'ils savent que ces gens-là, une fois qu'ils se sont sentis assez forts, ont cassé les accords de Bretton Woods et ont commencé à avoir des guerres impérialistes un peu partout dans le monde et à imposer leur force et leur vision du monde? Les guerres au Moyen-Orient, ce qu'ils ont fait, le blocus sur Cuba, le Venezuela et partout ailleurs, le Vietnam et l'Afrique, et cetera. Toutes ces guerres qui existent. Je En fait, toutes ces décisions-là, elles sont pas anodines et il faut faire très attention. C'est vrai qu'on peut regarder cette petite personne et se dire: «Bah, il y a des cupides et on s'en fout des cupides. Nous, on veut devenir riche et on veut s'en sortir parce qu'on nous offre rien de bon». Je pense que c'est un peu, la facilité ça. Sur ces accords de Bretton Woods, justement, il y a certains, d'un point de vue économique et historique, qui le fixent comme étant le début de la fin, parce qu'on pouvait à partir de là créer de la monnaie à partir de rien. Tu es d'accord avec ça? Moi, ce qui me fait peur vraiment quand je te dis: «Qu'est-ce qui va se passer dans 17 ans?» J'ai l'impression que vraiment, hein, c'est, en accéléré, c'est ce qui se passe entre, le milieu du 19 on veut recréer ce qui s'est passé entre le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, mais en accéléré. C'est-à-dire qu'on on lance le bitcoin comme l'or digital, l'or numérique. Les gens se battent, ont foi en lui, le vénèrent. Une fois qu'ils le vénèrent, ceux qui en ont assez le maîtrisent et proposent une monnaie qui soit adossée au bitcoin, qui est l'or digital. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On se retrouve juste en 1944, mais en plus accéléré. Donc on revient à un état ancien et où on va petit à petit faire confiance à un coin adossé au bitcoin et on va nous dire: «Mais non, non, vous inquiétez pas, chacun peut créer sa propre monnaie et cetera, qui peut être adossée aussi au bitcoin et cetera». Et à la fin, on revient juste on fait un bond en arrière dans l'histoire, mais ça va s'accélérer parce que tout mouvement de monnaie qui permet, la dette avec intérêt, ce sont des mouvements exponentiels. Donc ça va juste s'accélérer et c'est tout. On va recréer d'autres maîtres. On va remplacer je suis même pas sûr qu'on les remplace, hein, peut-être que c'est les mêmes qui auront un nouveau masque. On est juste en train de recréer le passé et de l'accélérer. Même si aujourd'hui, autour de ça, ce qui régit tout ça, c'est la blockchain. Même si aujourd'hui, on connaît la politique monétaire de Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions, même si finalement, autour de cette technologie-là, justement, bah, c'est un code informatique. Alors le 21 millions, il sort pas de nulle part. Alors, heu, j'ai un ami, qui est très, très, très proche et qui est le gouverneur d'une banque centrale, d'un fonds souverain. Donc, quand je lui ai parlé, il y a peut-être une dizaine d'années,
il était en train de revendre, son or et je lui dis: «Mais tu sais combien il y a d'or dans le monde?» Et je lui avais posé la question, je lui ai dit: «Écoute, imagine si» c'est la chose que je dis souvent sur Twitter, c'est imagine si on devait mettre tout l'or du monde qui a été créé depuis la nuit des temps, ce qui fait à peu près, 150 000 tonnes et qu'on devait le mettre dans un cube, quelle serait la taille de l'arête? C'est-à-dire du côté du cube. Alors je vais lui poser la question: «Est-ce que tu penses que c'est 21 mètres, 210 mètres ou 2,1 kilomètres?» Bah, il m'a dit: «Je pense, ça doit être 2,1 kilomètres» et ça, c'est un gouverneur de banque centrale. Je dis: «Bah non, c'est 21 mètres». En gros, les 21 millions n'est pas sorti d'un chapeau. Ce sont justement ces 21 mètres cubes, d'or, tu vois? Et le rien ne change. La seule chose qui est bon avec le bitcoin par rapport à l'or, c'est le fait que ça soit transporté. C'est-à-dire que quand, c'est De Gaulle qui disait ça très, très bien. C'est-à-dire que quand, l'or ou le bitcoin pourrait être utilisé comme il l'a été jadis, comme garantie des échanges internationaux, mais qui sert juste aux différences. C'est-à-dire que si, on est en excédentaire commercialement par rapport aux États-Unis, ils doivent nous donner, de l'or. Et ben, là, ce qui est bien, c'est que c'est transportable numériquement et très rapidement. C'est le seul avantage qu'il a par rapport à l'or. Le désavantage, c'est qu'il est immatériel. On a beau me dire: «Mais non, il y a un protocole derrière, il y a une blockchain, il y a ceci, il y a cela, il y a un registre». Non, ça reste immatériel. L'or, quand je l'ai dans la main, il est matériel. Est-ce que tu t'étais intéressé un petit peu à la technologie blockchain à l'époque de tes recherches? Est-ce que tu t'y es penché un petit peu? Ouais et je m'étais intéressé parce que quand je me suis demandé, en fait: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de monnaie?» Et en réalité, ce dont on a vraiment besoin, c'est plutôt d'une unité de compte plutôt que d'une monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, elle renferme sur elle 3 choses. Elle renferme sur elle que c'est une unité de compte, c'est-à-dire que moi, je peux te demander combien tu veux travailler, combien quoi? Moi, je veux travailler pour toi, combien tu vas me payer par heure? Tu vas me dire 10 €. Ben, tu vois, l'euro est une unité de compte quand on va échanger des choses. La deuxième chose, c'est, la convention dont on a parlé tout à l'heure. C'est que toi, quand je vais te donner 10 €, tu es certain que quand tu vas la donner à ta boulangère, elle va les accepter. OK? Et la troisième chose qui n'est pas obligatoire, ça je suis quasiment sûr, c'est la valeur intrinsèque de la monnaie. Je me trompe peut-être, il y en a qui sont restés old school, qui disent que la monnaie doit avoir une valeur intrinsèque. Donc ils sont vraiment dans la définition d'Aristote de la monnaie, et ils disent que la monnaie doit être backée par de l'or ou de l'argent. Ça, j'en suis pas sûr et je suis même quasiment je suis contre cette idée. Par contre, l'idée d'unité et de convention, ça, j'y crois énormément. Donc si on travaille, on se fait confiance les uns les autres à s'échanger des choses et d'avoir un compte unique et qu'on essaye de maîtriser ce qu'on donne à la société versus ce qu'on reçoit, pour que ça soit pas trop négatif, je me suis dit: «On n'a pas trop besoin de monnaie». Mais le problème, c'est la confiance qui rentre en jeu. C'est que, et on a du mal à se faire confiance les uns les autres et c'est pour ça qu'on a besoin de garantir cette confiance et c'est pour ça que, par exemple, l'or a joué ce rôle. Pour moi, l'or, c'est la première des blockchains. C'est la meilleure des blockchains. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un produit, j'ai été pêcher des poissons, j'en ai trop, il y en a beaucoup plus que ce que je peux manger. Il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui les prend et au lieu de me dire: «Bah, t'inquiète pas, je te dois une dette et je te rembourserai d'une autre façon comme moi, mes pommes vont arriver à maturité, je vais t'en ramener», il va me dire: «Bah, je vais te libère-moi de ma dette, tiens, je te donne de l'or et ça renferme la confiance que tu m'as donnée et t'inquiète pas, cette confiance qui est renfermée dans cet or sera acceptée par quelqu'un d'autre» et c'est en ça que je me dis que la blockchain remplace l'or. C'est en fait la blockchain, c'est d'une certaine façon, c'est l'or digital et ce qui est dommage, c'est que nous, humains, on ait besoin de l'or ou on ait besoin de la blockchain. Si on était vraiment des gens de parole, on n'aurait pas besoin ni de blockchain et ni d'or. On aurait juste besoin de se faire confiance les uns les autres. Mais ça, c'est utopique. Du coup, tu as plus confiance en l'État. Pas du tout. Pareil, pour moi, la monnaie idéale, c'est une monnaie, c'est quasiment le bitcoin, hein, d'une certaine façon.
C'est la Je monnaie vais idéale pour réussir à moi, te le c'est faire dire. ouais, mais c'est vrai, mais à 2 conditions près. C'est ce que j'avais proposé, c'est il faut le forquer pour qu'il y ait 2 choses. Un, que chaque wallet, chaque utilisateur, se réfère à un wallet d'un État. C'est-à-dire quand je dis d'un État, c'est vraiment, je me place dans l'idée d'un État populaire, c'est-à-dire citoyen, c'est-à-dire pour lequel on maîtrise, les actions. Pourquoi? Pour que l'argent qui est récolté via la taxe dont je t'ai parlé sur les bitcoins, sur la monnaie fondante, soit utilisé pour l'action sociale. Donc pour moi, c'est ce qui manque, c'est qu'il faut qu'il y ait des wallets à laquelle chaque wallet, pointe, qui est le wallet de l'État en somme, du trésor public. Ça, c'est le premier point qu'il faudrait. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que la monnaie, le bitcoin devient fondant. C'est-à-dire que tous les jours, il perd mais quasiment rien. Par exemple, sur l'équivalent de 100 € chaque jour de la semaine, hein, pas le week-end, il perd 1 centime. Tu te rends compte? Sur 100 €, tu perds 1 centime par jour. Au bout d'un an, c'est 2,4 €, sachant que en valeur, ton bitcoin ne va pas perdre de valeur à cause de l'inflation. C'est juste une façon de rediriger l'inflation. Au lieu que l'inflation profite à ceux qui s'endettent et aux banquiers qui touchent des intérêts, elle profitera à l'action sociale. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de cette taxe parce qu'ils sont déjà taxés de nos jours. Ils sont taxés par l'inflation, les épargnants, ceux qui gardent leur au hold leur argent. Et donc voilà ce qu'il faudrait qu'il se passe et de l'autre côté, c'est la création monétaire. Il faut qu'il y ait une création monétaire. Pourquoi? Parce que s'il y a de la croissance réelle, hein, pas de la croissance liée à la création monétaire, s'il y a de la croissance réelle et qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que l'argent, imagine, on arrive à un niveau stationnaire, aux 21 000 000. S'il n'y a pas d'assez d'argent, et ben, ça veut dire que les prix vont baisser, c'est-à-dire que les salaires vont baisser. Et l'être humain, ça, il n'arrive pas à se mettre dans la tête. Il n'arrive pas à voir qu'il peut avoir une évolution négative. Donc pour moi, il doit y avoir une création monétaire très réduite et décidée à l'avance qui revienne encore une fois à l'État, qui est le 2,6% encore. Donc l'État se retrouve avec 5,2% de la monnaie par an, qui est à peu près, si on reprend les chiffres d'aujourd'hui, c'est 5,2% de la richesse créée par an. Et si on fait ça, d'une certaine façon, on n'a presque plus besoin d'impôts, quoi. À part peut-être une taxe sur la consommation, c'est tout. Et qui peut être inscrite dans le protocole de la monnaie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on taxe à 20 tout et n'importe quoi, et ben, je sais pas, une infirmière ou une aide quelqu'un qui fait de l'aide à la personne, quand il facture, ben, il a pas de TVA, il est pas facturé. Quelqu'un qui vend du tabac ou qui, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, mais sauf qu'on peut le mettre dans le protocole. Quelqu'un qui vend de l'essence, qui est polluant, bah, lui, il va payer une taxe sur la consommation qui sera plus élevée. Avant de passer sur les autres cryptos possibles, je voulais faire une petite parenthèse sur un sujet qui te tient à cœur dans l'économie actuelle. Tu as été sur les marchés financiers. Aujourd'hui, l'Europe s'est endettée à plus de 750 milliards d'euros pour venir, ce que tu dis sur Twitter, apporter de l'argent en soutien des marchés financiers contre le Covid. Une question avant d'aller plus loin sur les cryptos. Pourquoi la BCE n'a pas financé directement les États et pourquoi elle est passée par les marchés financiers? Voilà, bah, alors ça, c'est la beauté de ce qui se passe en ce moment. Alors ce qui se passe, c'est très marrant à comprendre. C'est que si l'État, si la BCE prête directement aux États, OK, et qu'elle passe pas par les marchés financiers, elle a zéro impact, entre parenthèses, sur le coût du risque. Alors, c'est quoi le coût du risque? C'est que si toi, tu es une société, une multinationale et que tu veux aller emprunter sur le marché, avant que la BCE intervienne, pouvait penser que tu avais 5 ou 6% de probabilité de faire faillite sur la période, donc il te faisait payer l'équivalent annualisé de 5 ou 6% de taux d'intérêt. OK? Et ça, problème parce que toute la confiance avant que la BCE intervienne en 2015 et avant que la Fed intervienne, on va dire dans les débuts des années 2010, toute la confiance dans les marchés financiers était tombée. C'est-à-dire que des pays comme le Portugal, comme l'Italie, surtout comme la Grèce, devaient aller emprunter à des
taux d'intérêt très élevés, des fois à des taux d'intérêt à 2 chiffres. Donc la BCE, en intervenant sur, le marché de la dette, elle, d'une certaine façon, elle joue un rôle de pompier. C'est-à-dire qu'elle vient et elle dit: «Moi, ce coût du risque qui existe et qui est réel, par ma f ma mon pouvoir quasiment, heu déique, je sais pas comment on dit, c'est vraiment, ils se prennent pour Dieu, tu vois? Parce qu'ils viennent, ils disent: «Voilà, le coût du risque, on va l'amener à zéro. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, on va l'amener à zéro. Cette société, LVMH, n'est plus risquée. Cet État n'est plus risqué. Il est plus que pas risqué, il peut même emprunter à des taux négatifs». C'est-à-dire qu'on arrive à des situations ubuesques qui vont et qui détruisent, on va dire, des siècles et des siècles d'économie, OK? Donc c'est pour ça qu'ils interviennent directement sur les marchés, c'est pour aller et changer le réel. Mais c'est-à-dire que, aller contre l'ordre naturel des choses, faire en sorte qu'une société qui est risquée ne devient plus risquée. Et ça, quand des choses comme ça se passent, il faut être sûr et certain qu'il va y avoir des conséquences, parce que ça n'existe pas. Le réel n'est pas ainsi fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert quelque part. Moi, le transfert que j'ai trouvé qui se passe et il est très drôle, c'est que, heu, quand la BCE intervient sur la dette, elle fait 2 choses en fait. Un, elle endette les États et les entreprises et les ménages, on va dire indirectement. Puisqu'elle donne de la capacité quand elle déleste les banques de leurs, obligations pourries, de dettes pourries, elle leur permet d'aller endetter les États, d'endetter les entreprises et d'endetter les ménages pour qu'ils achètent de l'immobilier encore. Et donc, d'une certaine façon, la banque centrale, quand elle arrive sur les marchés financiers, elle fait en sorte qu'il y ait plus de dettes. C'est-à-dire que nous, en 2008, on a explosé parce que le monde était trop endetté. La solution qu'a trouvée la BCE pour sauver le système, c'est de faire en sorte de créer encore plus de dettes. C'est incroyable, hein. L'autre chose qu'elle fait, c'est que quand elle va sur les marchés financiers, sur le marché de la dette, elle fait baisser les taux et donc les gens qui ont de l'argent n'ont aucun intérêt à prêter à 0 ou à des taux négatifs. Donc elle les fait fuir. Elle les fait fuir où? Vers les marchés actions et les marchés immobiliers. Donc ce coût du risque des États et des entreprises lors de leur emprunt qui est réalisé par la BCE se transforme en 2 autres risques. C'est la bulle des dettes des États, des entreprises et des ménages et la bulle des actifs qui sont ceux de l'immobilier et de la bourse. Je ne sais pas si tu comprends, c'est qu'il y a juste eu un transfert de risque. En gros, nous, avec l'État et les entreprises et les ménages, on avait la corde au cou. Ils nous l'ont serré un peu plus. Et ceux qui étaient possédants d'actions et d'immobilier, c'est marrant, je me pose toujours du côté des autres, mais bon, j'ai aussi de l'immobilier. Donc les autres, c'est plus facile de dire ça, qui ont d'actions et de l'immobilier, parce que moi j'ai envie que mon immobilier il baisse. J'ai envie que les jeunes ils puissent acheter, à des prix raisonnables, hein. Donc les gens qui ont des actions et de l'immobilier, eh ben, eux, leur bulle, elle fait que de monter. Donc tu te rends compte, c'est que d'une certaine façon, l'action de la BCE fait en sorte que des dettes deviennent le combustible des actions et de l'immobilier, c'est-à-dire ce qui rend encore plus riches les possédants et ce qui accable encore plus le reste du monde. Je trouve que c'est vraiment, d'un point de vue, métaphysique, c'est joli quand même. C'est que et tu vois ce que je te raconte, je l'entends pas beaucoup, hein, dans bah, c'est sûr qu'on l'entendra jamais sur BFM ou CNews, tu vois? Parce que c'est possédé par des milliardaires, mais même par on va dire, tout ce qui est opposition, c'est-à-dire, les économistes de gauche et cetera, on n'entend pas. Ils ont que l'imposition à la bouche. Eux, ils acceptent le système qu'il est et ils se placent pas en début de cycle économique, ils se placent qu'à la fin, tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont à la bouche à chaque fois? Impôts, impôts, taxes, impôts, il faut imposer les riches, il faut taxer les riches. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, alors ça, excuse-moi, hein, ça dure, mais c'est important, c'est que la dette, c'est ne pas seulement des intérêts et de l'argent. La dette, c'est une construction mentale. Ça se transforme aussi en un instrument de domination et de contrôle politique. C'est-à-dire qu'on fait non seulement un transfert des risques et de richesses, mais en plus par la dette, mais en plus, on crée un transfert de liberté des gens ordinaires vers les possédants.
Et c'est exactement ce qui se passe avec l'avènement de Macron, avec l'avènement de tous ces milliardaires qui possèdent les médias. C'est que petit à petit, ce sont eux qui placent les présidents, eux qui nous dominent. Et très bientôt, on n'aura plus notre mot à dire. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que, tu vois, quand je regarde la manifestation qu'il y a eu samedi, ça m'inquiète. Parce que tous ces systèmes-là, basés sur l'usure, sur la dette avec intérêt, qui est une dette exponentielle, terminent tout le temps dans le sang, tout le temps dans le chaos, tout le temps dans le désordre. Et il faudrait que des gens, arrivent à s'en rendre compte et arrivent à proposer une alternative. Et la seule alternative, c'est une société où la monnaie ne repose pas que sur la dette. Et donc, deuxième question, qui est en lien avec la première et avec ta réponse. Est-ce que ces milliards d'euros qui ont été injectés durant la première phase de la crise sanitaire de 2020, ils se retrouvent dans nos marchés crypto, dans le Bitcoin? C'est, l'effet Cantillon. Cantillon, c'est un économiste, on va dire de la première moitié, du, 18e siècle et c'est quelqu'un qui a expliqué que, là où la monnaie est injectée, et ben, elle va comme, on va dire comme de l'eau, elle va suivre son chemin et de nos jours, là où la monnaie est injectée par la BCE, elle est injectée sur les marchés financiers et à partir des marchés financiers, elle va suivre son chemin et va aller petit à petit créer de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation de prix des actifs, ou des prix, des produits à la consommation, selon le chemin qu'elle prendra et de nos jours, ce qui se passe avec l'argent qui est injecté, par la BCE, il est injecté principalement sur les marchés de la dette et donc les gens qui sont dans la finance ne vont pas acheter plus de pain et de farine et cetera. Donc ça ne va pas créer de l'inflation, des prix à la consommation. Ça va être investi dans les marchés actions, dans les marchés immobiliers et bien sûr aussi dans les cryptos. Donc d'une certaine façon, une fois que l'argent arrive, sur le marché de la dette, ceux qui ont vendu leur dette, la dette qu'ils détiennent de l'État ou des multinationales, une fois qu'ils ont cet argent, n'ont pas envie de l'investir dans des taux très bas ou négatifs et préfèrent aller l'investir dans les marchés actions, dans l'immobilier, dans les cryptos. Parce qu'ils se disent, le marché immobilier et le marché actions me donnera soit des loyers, soit des dividendes, et le marché crypto va me donner plutôt du rendement qui est lié à l'inflation du prix. C'est-à-dire que c'est une certaine façon de le voir, c'est qu'ils misent sur les cryptos pour leur rapporter beaucoup, pas par de la rente, mais plutôt par une inflation de l'actif. Donc Ok. pour répondre à ta question, l'argent de la BCE, oui, se retrouve d'une certaine façon dans les cryptos. Maintenant qu'on a fait le tour, on peut ouvrir un nouveau chapitre sur les autres cryptos, et particulièrement les monnaies libres. Est-ce que tu as déjà entendu parler de June? Alors, je suis très mauvais pour ça parce qu'ils viennent tout le temps sur mes posts et cetera. Mais je m'étais renseigné, vite fait et ça me dérange parce que ça repose sur l'humain. Moi, j'ai un Bah, c'est problème ce que tu voulais tout à l'heure, non? avec, quand non, moi, ça repose pas aucune des monnaies dont je parle repose sur l'humain. Sur Moi, la la monnaie confiance. pour moi, oui, sur la confiance, mais pas sur l'humain, c'est-à-dire pas directement. La création monétaire ne repose pas directement sur l'être humain. Combien il y a d'êtres humains? Hop, on va leur donner, parce que ça, tu Ah vois, oui, d'accord. pour moi, la monnaie ne doit pas reposer sur l'être humain. C'est pour ça que je la regarde même pas. En fait, j'ai quelques principes. Je sais que doit être une monnaie. Je te dis, hein, très franchement, celle qui est le plus proche, c'est le Bitcoin. À deux choses près dont on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui ressemblerait au Bitcoin, mais étatique. C'est-à-dire étatique dont le protocole serait dans la constitution et contrôlé comme le feu. Tu vois, dans koh il contrôle le feu, il le protège, à chaque fois, c'est jamais les mêmes, et cetera. La même chose. Ce protocole-là étatique doit être mais contrôlé constamment par des gens qui se battent et jamais les mêmes. Il faut qu'on se relaie et qu'on soit sûr que personne un jour prendra le contrôle de ce protocole. Parce que s'il prend le contrôle de ce protocole, alors on est tous morts. Donc le June, pour te dire, heu, c'est juste à cause de l'aspect que ça repose sur, les personnes, ça me pose vraiment les individus, ça me pose un problème. La création monétaire, je parle. Depuis tout à l'heure, on parle de
de ton point de vue sur l'économie, sur la finance, qui est assez différente de ce qui se passe dans la vie réelle. C'est d'ailleurs ce qui fait ta marque de fabrique sur Twitter. Est-ce que c'est cette dissonance qui t'a fait partir, qui t'a poussé à partir de ton métier de trader? C'est dès le premier jour en gros, hein. Enfin, 6 mois j'étais, assistant trader et tous les jours je demandais à trader, tous les jours, tous les jours, tous les jours et c'est quand je suis rentré dans ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une prison dorée. Mais on n'arrive pas à se l'expliquer, tu vois? Parce que, par exemple, même avant de commencer le trading, j'aimais pas tout ce qui est dette et tout ce qui est usure. J'ai jamais pris une seule dette de ma vie et j'ai toujours été contre ça parce que j'ai été éduqué comme ça. Pour moi, c'est un, tu gagnes ta vie, 2, tu dépenses et tu dois pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevé, donc j'étais contre ça. Mais donc c'est pour ça que j'ai été vers les actions et je pensais que le monde des actions, qui est différent du monde du crédit, heu, était, le plus clean, tu vois? Plus propre et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était perverti, en fait et petit à petit, tu sais, tu commences à avoir plus que des intuitions, parce qu'au début, c'est des intuitions, c'est du ressenti, tu dis: «Mais pourquoi c'est pourri? Pourquoi?» et petit à petit, en fait, tu es pris comme dans un engrenage. Tu dis: «Bah, maintenant que j'y suis, je vais gagner le prix de ma liberté et une fois que j'ai gagné mon prix de ma liberté, j'en sortirai et j'essaierai de faire quelque chose de bien de ma vie» et il y a quelqu'un un jour que j'estime beaucoup, qui m'a dit, «Tu sais, tu dois faire avec le système. Tu peux pas être le chevalier blanc». Il m'a dit: «Imagine, tu es dans une galère, où est-ce que tu veux être? En bas, dans la galère à ramer ou est-ce que tu veux être sur le pont ou tout en haut à regarder s'il y a pas des pirates qui arrivent?» Bah, je dis: «Non, mais je vais être tout en haut en train de regarder s'il y a pas des pirates qui arrivent». Il m'a dit: «Bah, vas-y, va là-bas» et il m'a dit: «Fais avec le système, gagne ce que tu as à gagner, fais le bien que tu peux faire et après gagne ta liberté et sors de cette galère» et c'est un peu, l'esprit dans lequel j'étais. Mais ça prend du temps et de la maturité, quoi. Il faut vraiment réfléchir énormément. Moi, j'ai réfléchi énormément, mais quand tu arrêtes de travailler et que tu sors de ce milieu, petit à petit, tu as plus de recul, plus de temps et plus de moins la tête dans le guidon, en gros. On en parlait tout à l'heure de cette théorisation, de cet argent qui est mis de côté, de cette épargne pour faire face à demain, pour faire face à l'incertain. Est-ce que cette peur, elle n'est pas au centre du système? Moi, tu sais, une des phrases qui m'énerve le plus sur Twitter, c'est: «Mais comment je fais, si j'achète pas ma maison à crédit?» et ça, je me dis que c'est la défaite de penser. Parce que quand on regarde, par exemple, il y a plein de données, hein, qui existent, hein. Avant la guerre aux États-Unis, il fallait, à peu près 3 années de revenus, même pas 2 années et demie pour, acheter une maison. Avec des taux très élevés à la fin des années 60 en France, il fallait entre 8 et 10 ans pour acheter, sa maison. Dans les années 90 avec des taux proches de 12. On n'est pas en train de parler des 1 hein. Il fallait 14 ans pour acheter sa maison. C'est-à-dire que les crédits moyens étaient de 14 ans. De nos jours, on tourne autour des 20 ans et personne ne se dit: «Mais comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi on est tous obligés de donner plus de temps de notre vie pour pouvoir acheter un logement?» et il y a quelqu'un qui bon, moi, j'avais mon intuition et quelqu'un alors lui, il y a pas d'intuition parce que c'est peut-être un des prochains prix Nobel, c'est le professeur Keane, anglo-saxon et qui est lui qui a prouvé par A plus B que si l'immobilier est monté autant, c'est parce que les banques sont rentrées dans une faille qui est celle de la création monétaire par le crédit immobilier. Parce que c'est quoi cette faille? C'est que, quand les prix de l'immobilier augmentent, ça ne rentre pas dans l'inflation qui est calculée par les organismes officiels. Par exemple, en France, c'est l'INSEE. Heu, ce n'est pas calculé par les organismes officiels, c'est pris en compte qu'à hauteur de 6 pour la location. Donc quelqu'un qui gagne 2 000 € est censé se loger pour 120 € selon nos gars super smart qui ont fait l'ENSAE et cetera. Donc tu vois, ça il y a pas sens et les banques sont engouffrées dans ça pour faire en sorte que l'immobilier, s'arrache, coûte de plus en plus cher et que les jeunes donnent de plus en plus de leur vie
pour pouvoir se loger. Et c'est ça qui crée la peur, parce que si tu acceptes pas ce système, tu acceptes d'être locataire. Et si tu acceptes d'être locataire, les banques vont pas se gêner pour aller prêter l'argent que toi, tu aurais pu emprunter pour le prêter à un quadroit ou un mec de 50 ans qui en a rien à foutre, qui a une bonne relation avec son banquier et qui le rassure beaucoup plus que le petit jeune qui a 25 ans et qui a plein d'idéaux. Et en fait, c'est au lieu d'accepter de devoir payer sa maison, pendant 20 ans, il faut se poser la question: «Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on donne 20 ans de notre vie pour acheter une maison?» Et très vite, on se rend compte, c'est la création monétaire, encore une fois, qui pose un problème. Et les SDF, pour te dire, moi, j'ai les SDF qu'il y a dans les rues ou les sans-abri et cetera, eux, c'est la pancarte, c'est le panneau publicitaire de tout ce système qui est fondé sur la dette et l'usure. Ils sont là pour te rappeler tous les jours: «Eh mec, si tu joues pas le jeu, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te retrouver à la sortie du Monoprix à, demander de l'argent». Voilà. Et donc c'est marrant quand même. On vit en démocratie, est-ce que c'est vraiment une démocratie? C'est une question que je pose. Parce que si pour moi, je me suis demandé, c'est une démocratie, une démocratie, c'est une entité qui te garantit ta liberté. Mais là, on n'est pas libre. On n'est pas Moi, je dis que le gars qui est libre, c'est le gars qui est libre de son temps. C'est la seule définition. Et quand je vois les gens autour de moi, ils sont pas libres de leur temps. Moi, je pense avoir gagné ma liberté, mais à quel prix? Il a fallu vraiment gagner énormément. Et je connais un autre gars, on m'a raconté un peu son histoire. Il a fait les mêmes études que moi à peu près, des belles études, et lui aussi il a gagné sa liberté. Mais comment? C'est s'est dit: «Moi, je suis un bac+5, j'ai fait une grande école, mais je ne veux pas être esclave du système. Je vais me mettre au banc du système et vivre que, des aides, et voilà. Parce que je ne veux pas travailler comme un fou, comme un chien, pour qu'à la fin, j'ai la vie de mon père qui a 65 ans, il est éclaté, ou 67 ans, il a sa retraite, et il lui demande: «Est-ce que tu es heureux?» Il lui dit: «Non, je suis pas heureux». Il dit: «Mais c'est quoi le but?» «Bah, moi, je préfère ne rien faire». Tu vois? C'est 2 extrêmes, hein, ce que je raconte, mais il faudrait qu'on comprenne, quoi. Surtout les jeunes, ils ont la capacité de comprendre, mettre en question justement tout ce récit, officiel, qui vraiment, pas nous sature, mais qui nous, pollue l'esprit. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait, bah, jusqu'à 18 ans, moi, j'étais, très intensivement joueur de foot, et après j'ai arrêté à 18 pour après le bac, j'ai fait, maths sup, maths spé, et j'ai fait, je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle Télécom Sud Paris, ingénieur télécom. Pour recentrer un petit peu sur l'aspect crypto, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de ce crypto-euro? On a vu que la BCE commençait à sonder les Européens sur la mise en place de cette crypto-monnaie banque centrale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une menace pour nos libertés? Alors déjà, moi, ce que je vois avec les Européens, c'est qu'ils sont en réaction, et ils sont en retard et en réaction. Déjà, par rapport à la Chine, qui a déjà le wallet, qui a déjà son crypto one, et cetera, et par rapport aux US qui, ont fait un décret en mars 2020 obligeant obligeant faire en sorte que la Fed, tout le monde, pardon, tous les Américains aient un compte direct à la Fed pour justement se préparer, et cetera. On est très en retard. C'est-à-dire que par rapport aux US et la Chine, et donc ça, le problème d'être à je sais pas combien on est là, décider tous ensemble, et cetera. Politiquement, on est plus faible que des Chinois ou des Américains. Donc on est à la traîne, premièrement. La deuxième chose, c'est que, la crypto euro, ce qui est bien, c'est que, moi, je suis pas fou. Si on me propose le crypto euro, je vais pas garder, mes euros, Crédit Mutuel ou BNP ou Crédit Agricole. Je vais aller vers le crypto, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qu'on a dans un compte, qu'il soit à la BNP ou à l'ASG, ce ne sont pas des euros. C'est une reconnaissance de dette de l'ASG envers vous. Alors que les crypto-euros qu'on aura dans un wallet directement relié à la banque centrale, ce sont de vrais euros. L'autre point qu'il faut bien regarder, c'est que d'une certaine façon, on démocratise, la monnaie, centrale, parce que pour l'instant, personne n'y a le droit, seules les banques commerciales y ont droit, et on démocratise le fait d'avoir un compte à la banque centrale.
parce que de nos jours, seules les banques commerciales ont le droit à avoir un compte. Ça, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que c'est, sur les libertés. Est-ce qu'on a contrôle sur la transparence que veulent imposer, les banques centrales? Ouais, moi, j'ai aucun contrôle, je sais pas qui en a le contrôle. Deuxièmement, qui sait demain si, le cash est complètement annulé et remplacé par ce crypto-euro et qu'on te dit: «Bah, tu as accès à tes euros ou tu as accès à un revenu universel si et seulement si tu vas et tu te vaccines. Si et seulement si tu te mets à faire ceci et cela». Donc ça aussi, ça pose un problème. Donc il y a pas assez de contrôle. Comme je t'ai dit tout à l'heure avec le feu de koh là, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit nous, le peuple, qui décidons des règles du jeu et pas, Christine Lagarde et Villeroy l'actuel comment on appelle ça? Gouverneur de France, Villeroy de Galhau, tu vois? Moi, j'ai pas envie de mettre ma vie entre les mains de l'ancien PDG de CTLM, heu qui se fait, dont le business repose, sur, de faire des crédits à la consommation à 8 ou qui repose sur des crédits revolving, à 13 tu vois? C'est et à qui? Pas aux riches, hein, bien sûr, aux pauvres et à la mère isolée et cetera. Donc la mère de famille isolée. Donc moi, j'ai pas envie que ce gars, il contrôle ma vie et ni celle de mes concitoyens et je sais pas si les gens sont conscients quand même du pouvoir qu'on va donner à ce type de gens, tu vois? Donc toi, demain, il y a un crypto-euro qui arrive en Europe, tu troques ta monnaie sur ton compte en banque pour cette monnaie digitale de banque centrale? À choisir entre Crédit Mutuel, Crédit Agricole, BNP, Société Générale ou crypto euro, bah, le crypto euro parce que moi je reste quand même un de culture financière. C'est que en gros, dans le crypto euro, il y avait une assurance gratuite que je n'ai pas sur la BNP. Si demain la BNP fait faillite et que parce que la BNP dont le bilan est énorme, et ben, le fonds de garantie ne sert à rien. Même si, tu as moins de 100 000 € à la BNP, tu retrouveras jamais ton argent. C'est-à-dire que si la BNP fait faillite, ton épargne, tu n'en récupères qu'une infime partie. C'est pas l'État qui garantit à hauteur de 100 000 euros les dépôts sur les comptes en banque normalement? Non, c'est un fonds de garantie et ce fonds de garantie alors, aux dernières nouvelles, il était à 4 milliards. Peut-être qu'il est monté à 6 milliards, comparé à 1 400 milliards d'épargne. C'est rien. C'est-à-dire que c'est encore un mensonge. C'est un mensonge pour, que les gens, encore une fois, aient confiance. Mais tu vois, la confiance qu'on a en la fiat, c'est quasiment une confiance par le mensonge, par l'obligation et par l'impôt. C'est pour ça que j'aime pas les fiat. C'est que c'est pas une bon, par l'impôt, on peut dire: «D'accord, c'est pour aider les pauvres et cetera». Bah, pas sûr, hein, que tout l'argent des impôts, serve aux activités régaliennes et à l'action sociale. Il y en a aussi qui servent, à la gabegie et à ce que ces gens continuent d'en profiter, tu vois? Tous ces gens tout en haut là, les De Rugy, comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, le gars de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ah, j'ai oublié son nom. Richard Weber, voilà, tous ces gants-là, tu vois, tu sens qu'ils sont là, ils sont accrochés à leur pouvoir et à leurs privilèges. Voilà, ils servent aussi nos impôts servent aussi à ça. Mais tu vois, c'est un peu populiste ce que je te dis, mais voilà sur quoi repose la fiat et c'est pas ça. Ça ne doit pas reposer sur ça. On doit inscrire les règles dans le protocole de la monnaie directement. J'aimerais revenir sur la crypto et parler avec toi un petit peu de DeFi, quelque chose qui a beaucoup affolé la sphère crypto cet été. Est-ce que tu t'es intéressé à cette nouvelle façon de faire la finance de manière décentralisée, toi qui as travaillé dans les hautes sphères financières en tant que trader? Pas trop, sachant que moi, je pense que, heu, ça peut être l'embryon de quelque chose de bien en fait. Alors j'aime pas le mot qui est finance. Mais je vais te l'expliquer autrement comment alors je me suis pas trop renseigné. Je sais que, dans la finance, décentralisée là, la DeFi, ce que j'ai compris moi, c'est qu'il y a pas de tiers de confiance, OK? Heu, ceux, mmh, alors
comment je vois ça moi, c'est que comme on a dit tout à l'heure, tu sais, l'argent, on n'en gagne pas toujours au même moment dans sa vie. On va dire que pour faire simple, entre 30 et 50-55 ans, c'est là où tu en gagnes le plus. Avant, tu en gagnes moins et tu en as extrêmement besoin. Après, tu en gagnes moins et tu en as besoin un peu, ce qui est la période de la retraite. Et donc, j'ai l'impression que le rôle de la monnaie, c'est de matérialiser que certains vont gagner plus dans leur période de leur vie et ce qu'il faut organiser, c'est justement les ponts intergénérationnels. C'est-à-dire que ceux qui, sont au milieu dans la force de l'âge, doivent faire en sorte qu'ils aident les plus jeunes à développer leurs projets, que ce soit des projets immobiliers ou des projets d'entreprise et que ça soit une aide bien sûr rémunérée et que cette aide rémunérée puisse un jour payer leur future retraite. Et c'est là où je verrais que quelque chose un peu de décentralisé organiserait le flux d'argent et d'investissement d'une génération à une autre. Tu vois ce que je veux dire? Pour être concret, par exemple, au lieu de payer la retraite et que ça soit n'importe quoi, que plus tard d'autres vont en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un Ponzi scheme, en gros. De nos jours, je paye pour, les plus âgés que moi et plus tard, j'espère et c'est même pas sûr que les plus jeunes paieront pour moi, OK? Au lieu de faire quelque chose qui est comme ça, qui est basé vraiment sur, un Ponzi et surtout que, quand on regarde la pyramide des âges, c'est assez inquiétant et pourquoi on ne ferait pas en sorte que ceux qui sont dans la tranche d'âge forte investissent dans des projets immobiliers, aident les jeunes à accéder au logement, soit par l'achat, soit pour la location et du fruit de, ces projets, il y ait une rente qui serve les retraites futures ou les retraités actuels, tu vois? Et je pense que tout ça est à refaire et à repenser et c'est là où on doit reprendre aux banques et aux promoteurs et cetera, le pouvoir de créer de la monnaie et de décider qui doit acheter et pas acheter et cetera. Ça doit être la ça doit être justement pour moi, heu, de la solidarité intéressée entre générations. Moi, j'aimerais bien plutôt que ça s'appelle, investissement décentralisé. C'est-à-dire, je préfère que ça soit, de alors, la différence entre investissement et finance, moi, je le fais. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, même des économistes me disent: «Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la même chose». Non, pas du tout. Pour moi, la finance, c'est je prête à quelqu'un, s'il me rend pas, c'est-à-dire, une dette avec intérêt, s'il me rend pas, je lui tords le bras et je le tue socialement. Pour moi, l'investissement, c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que j'investis sur un projet, que ça soit immobilier ou entreprise, entrepreneuriale. Si ça fonctionne, je gagne avec le gars. Si ça fonctionne pas, bah, je gagne pas avec le gars. C'est-à-dire que le risque, il est partagé et c'est pour ça que je préfère le mot investissement. Investir plutôt que financer. C'est intéressant que tu fasses cette différence. Et justement, toi qui étais encore dans le trading, à l'époque où le président François Hollande était au pouvoir, finalement, quand il disait mon ennemi, c'est le monde de la finance, toi, tu étais d'accord avec lui? C'est des menteurs, c'est ça qui est tu vois, si un jour on a besoin de la blockchain, il faut blockchainer toutes leurs paroles à ces gens-là. Tu vois? Et un jour, quand je dis ces gens-là, c'est des gens avec des responsabilités et de les remettre face à leurs responsabilités et de leur dire: «Voilà, voilà ce que tu as dit et qu'est-ce que tu as fait pour être en accord avec tes actes?» Parce que tu sais que toi et moi, si on va boire un café ensemble et qu'on dit plein de conneries, c'est pas grave, ça c'est entre toi et moi. Mais quand même, lui, il est devenu président et il a menti pour devenir président sur cette phrase-là qui a plu à beaucoup de monde et quand on voit ce qu'il a fait avec le CICE, avec, Macron, avec Alstom, avec, SFR, c'est juste hallucinant. Hallucinant, l'austérité qu'il a fait peser sur les classes populaires qui ont mené aux grèves, des fonctionnaires, aux grèves des gilets jaunes et à la même période, on a commencé le QI, quoi, donc le quantitative easing, qui est la politique monétaire de la BCE, qui permet aux riches, de devenir plus riches. Eh ben, au même moment, entre 2012 et 2020, le nombre de SDF a doublé et les milliardaires ont multiplié ont vu, une augmentation de leur richesse de 440. C'est juste énorme.
Par exemple, l'action LVMH, elle est passée entre janvier 2015, elle était plate, elle est passée de 100 € à aujourd'hui quasiment 500 €. Tout ça, c'est Bernard Arnault qui l'a dit hier, sur BFM TV pendant les awards. Tout ça grâce à ce qu'il appelle l'argent gratuit et grâce à une gestion de la crise, beaucoup mieux gérée qu'en 2008. Tu m'étonnes. Ça a multiplié par 5 son action, bien sûr qu'elle a été bien gérée. On arrive à la fin de cet échange. Il me reste deux questions et j'en grille une maintenant. Qu'est-ce que tu penses de Libra, qui a d'ailleurs changé son nom aujourd'hui, qui s'appelle Diem, et des stablecoins? Alors, il y a quelques jours, je disais, là, c'est quasiment, quasiment du religieux, on va dire. Je disais: «Les banques sont fortes parce que, d'une certaine manière, en nous endettant sur le futur, elles arrivent à ramener à aujourd'hui le fruit de notre travail futur». Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis: «Waouh, elles ont un pouvoir sur le futur et un pouvoir sur mon futur». OK? Quand tu regardes les GAFAM, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'appuient sur ton passé cette fois et pas sur ton futur pour récolter des datas numériques sur ta vie, pour les processer, c'est-à-dire pour les comment on dit processer en français? Pour les analyser et les travailler et cetera, pour en tirer un profit. Et donc c'est hallucinant. Les banques possèdent ton futur, les GAFAM possèdent ton passé. C'est quasiment de l'ordre de Dieu ça, du religieux. Qui possède le futur et le passé? Qui le connaît? Tu vois? Pour ceux qui croient en Dieu, seul Dieu peut connaître tout ça. Mais là, on est en train de donner ce pouvoir-là, naïvement, aux banques et aux GAFAM. Si un jour Facebook fait le lien entre les 2, ça y est, on est mort. Apple veut le faire aussi, Google veut le faire aussi, on est juste mort. Si on donne à des institutions privées notre futur et notre passé, qu'est-ce qui va nous rester? Si avec ça, on croit qu'on sera libre, on se met le doigt dans l'œil. Donc je suis contre cette idée de Libra et parce que je sais ce qu'il y a derrière, cette idée de l'adosser d'abord au dollar. C'est des gens très malins. Ils l'adossent d'abord au dollar, comme on a adossé d'abord le dollar à l'or et un jour viendra, quand ils seront assez forts pour se dire: «Ah, on se détache du dollar». Donc, faut démanteler les GAFA? Ah oui, alors, dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que je voulais t'en parler avec la monnaie libre de dette. C'est qu'en 2 mots, hein, il faut aller vers tout système qui est décentralisé. Vers tout système. Plus il y a du local, plus c'est une monnaie locale, plus il y a du local. Et je ne dis pas que la monnaie doit être seulement locale, hein. Il est possible de réfléchir à une monnaie qui favorise les échanges locaux grâce à une taxe très petite, mais plus le gars qui a un wallet qui est loin de toi, il y aura une taxe plus grande. Donc toi, tu seras poussé à consommer localement. Par exemple, si je dois acheter des fraises et que j'habite à Toulouse et je l'achète à quelqu'un qui est, je sais pas, dans le Gard, ça me coûtera beaucoup moins cher que d'acheter des fraises qui sont produites en Andalousie. Voilà. Donc il est possible que ça soit la même monnaie, mais qui favorise les échanges locaux. Tu comprends? Soit par la taxe ou soit, encore mieux, par des remises. C'est-à-dire que le gars, à l'intérieur même du protocole de la monnaie, peut dire: «Moi, sur mes produits, je vais doubler cette taxe», c'est-à-dire l'effet de cette taxe. C'est-à-dire que plus le gars est proche de moi, plus il aura une remise. Tu comprends? Moi, je suis pour ce genre de monnaie où on va favoriser le maximum le local et les monnaies qui m'inquiètent le plus, c'est les monnaies centralisées où on a des maîtres, où il y a des nœuds surdominants, c'est-à-dire des nœuds tout en haut, des GAFAM, des banques, des États et cetera. Pour moi, on doit avoir une autorité, pourquoi pas, qui est ce que je te dis, celle qui récolte, la taxe et qui la distribue de façon honnête aux plus pauvres. Mais tout système qui est centralisé, il faut le casser, il faut le détruire. C'est pour ça que d'une certaine façon, j'aime un peu les idées de Proudhon ou de Gézel, c'est qu'ils sont des vraies idées, anarchistes au sens noble du terme et non pas les idées faussement anarchistes de Satoshi. On en arrive donc à la dernière question. Je suis citoyen français. Je vois un peu ce qui se passe dans le monde, dans l'économie. Je suis pas forcément d'accord avec ça et j'ai un peu peur pour mon épargne. Est-ce que c'est une bonne idée si j'achète du Bitcoin?
j'ai envie de dire joker et je le dis tout le temps aux gens parce que je suis pas habilité moi à dire aux gens ce qu'ils doivent acheter ou pas, parce que ça dépend des personnes. Chacun a une façon, une vie à lui et chacun sait ce qui est bon ou pas pour lui, et dans quoi investir. Moi personnellement, on est tellement dans le numérique, on est tellement dans le digital que j'investis dans le réel. C'est-à-dire j'investis, dans mes projets, entrepreneuriaux, j'investis, en embauchant des gens, j'investis en achetant du concret, du réel, de l'immobilier ou, des oliviers ou n'importe quoi ou un terrain et je préfère rester dans le réel donc c'est une façon pour moi un peu de me libérer du digital. Si des gens se sentent d'investir dans le digital, qu'ils le fassent, mais qu'ils sachent en même temps qu'ils prennent des risques et que c'est ce que je racontais un jour dans un thread, faites attention, les gens vous diront facilement quand ils gagnent et ils tairont plus volontiers quand ils perdent. Donc n'écoutez pas trop le bruit que vous entendez autour de vous sur ceux qui, ont eu, et gagné de l'argent facile, que ça soit en bourse ou sur les cryptos. Parce que quand ils perdront, vous les entendrez pas. Merci beaucoup Anis d'avoir répondu à toutes nos questions. Et si on veut te suivre, du coup, c'est Twitter, c'est ça? Alors sur Twitter et après ce que j'essaie de faire, c'est, les meilleurs passages de Twitter, je les mets sur mon blog, qui est maintenant logé chez Mediapart et à peu près 110 articles et voilà, soit Twitter, soit, le blog Mediapart. Merci beaucoup Anis pour toutes ces réponses et ces éclairages. Dans le prochain épisode, nous recevrons le député Pierre Persson, responsable de la commission des crypto-monnaies à l'Assemblée nationale, pour parler régulation, un aspect qui n'est pas à négliger dans l'avenir du Bitcoin et dans son rôle potentiel dans une crise économique future. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.